ça, ladies in action en Kaila. Yeah, quand compétit, c'est un seul famille, Bonjour, bienvenue dans C'est à nous, mais c'est pas comme ça qu'a fait. Comme je vous l'avais annoncé, cet après-midi, on va parler de résilience avec Claire Emmanuel Laguerre. Bonjour Claire. Bonjour. Merci d'être là. Alors bonjour à tous les téléspectateurs de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, du Luxembourg, de la Belgique, de Paris et du monde, puisque nous sommes sur Internet. Donc un coucou particulier à Eliane Gâteau qui m'a dit qu'elle appréciait beaucoup ces émissions et puis tous ceux que je rencontre et qui nous accueillent chez eux. Donc sous le soleil de Zouk TV, c'est pour ça que j'ai mes lunettes de soleil. Avec l'ISAC, je vous accueille. Philippe, bonjour. Philippe Rosier, merci d'être là. Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous. Moi aussi, Philippe. Merci, puisque on se tutoie dans cette émission, Philippe. J'ai pas eu le temps de te demander si ça te plaisait ou pas. Oh, avec beaucoup de bonheur. Donc, Philippe, tu viens nous parler du groupe de réflexion dont tu es le président. Voilà, tout à fait. Qui s'appelle Sur la résilience. Voilà, tout à fait. D'accord. Je vais vous en parler et puis vous pourrez me poser toutes les questions. Mais toutes les questions, je suis très curieuse. Avec nous aussi Marguerite Marie-Gabrielle. Bonjour Marguerite. Bonjour. Merci d'être là. Tu me fais de la concurrence sur les lunettes de soleil. C'est ça. Très bien. Et là, tu vois, bon, ben c'est bon. Tu n'as plus besoin de sponsor. Alors, merci Marie-Gabrielle d'être là. Donc, toi, tu viens nous parler du... On va découvrir, c'est une belle surprise. C'est une surprise. C'est une surprise. Tu es comédienne et on va voir ça tout à l'heure, puisque c'est du direct. Merci à Thérèse Jambard aussi. Merci Thérèse d'être là. Et donc, tu viens nous parler aussi de résilience. De résilience. Je suis la commère, quoi. La commère. Les petits commérages entre Marie-Gabrielle et moi. Super. Donc, on va voir comment on va débattre de tout ça. Alors, Claire Emmanuel, dis-nous qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, puisque tu es docteur en neurosciences et que tu as écrit ce livre, Événements traumatiques à la Martinique, les vivre et les surmonter. Alors, donc, tu dis-nous d'abord qui tu es et puis on va voir qu'est-ce que controverse. Je ne connaissais pas ces livres, mais tu vas nous en dire plus. Alors, effectivement, donc, je suis Claire Emmanuel Laguerre, je suis docteur en neurosciences, psychologue clinicienne et également enseignant-chercheur associé. Alors, j'ai eu un parcours justement dans la recherche. Quand j'ai fait ma thèse il y a quelques années, j'ai travaillé sur les événements traumatiques, le trouble de stress post-traumatique chez des personnes qui souffraient d'addiction. Donc, à partir de ces questionnements-là, en fait, c'était sur des personnes des Martiniquais en comparaison à des personnes métropolitaines. Donc, j'ai eu des résultats qui étaient fort intéressants en comparant les deux populations. Et je me suis dit, bon, on ne va pas laisser ces résultats dans la bibliothèque de Toulouse, puisque c'est là que j'ai fait ma thèse. Donc, je vais partager à travers un ouvrage. Et ça a donné les événements traumatiques à la Martinique, les vivre et les surmonter. Donc c'est chez l'Harmattan et controverse en fait, c'est justement parce que c'est en pleine actualité et forcément la question de vivre et de surmonter un événement traumatique n'est pas, en fait ça pose problème et il peut y avoir beaucoup d'amalgame en fait. D'accord, alors les controverses, je lis, ça rassemble des courts essais sur des questions majeures de la connaissance scientifique. Voilà. Donc c'est comme une collection scientifique criminelle, donc là c'est controverse et tu dis donc ça porte à débattre et à argumenter, c'est pour ça qu'il y a les commères, qu'il y a... Tout à fait. Alors, les commères, effectivement, ça va être une surprise. Elles vont m'aider à démontrer, à argumenter un petit peu ce que j'ai à vous dire cet après-midi. Voilà. D'accord. C'est un appui. Alors, tu commences, moi, dans ton livre, tu commences pas, puisque c'est à la page... j'ai déjà perdu ma page, alors que j'ai... Non, 52. Page 65, Philippe. Philippe, c'est du direct. Alors, tu dis, la Martinique doit alors apprendre à gérer ses angoisses de séparation avec la France afin d'assumer pleinement son identité. Cette identité passe par l'acceptation de soi et de ses origines, aussi traumatiques soient-elles. D'accord? Alors moi, je suis allée chercher sur Internet une définition donnée. La résilience est un phénomène psychologique qui consiste pour un individu affecté par un traumatisme
à prendre acte de l'événement traumatique pour ne plus ou ne pas avoir à vivre dans la dépression et se reconstruire. Alors, c'est vrai que là, par rapport à ce que j'ai écrit dans l'extrait que tu viens de prendre, dans l'ouvrage, ça dit beaucoup de choses. Alors, est-ce que moi, si j'ai compris, te résilier, c'est oublier en quelque sorte, se résigner à effacer de sa mémoire le souvenir d'un traumatisme de nature psychologique, voire physique? Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une gomme pour gommer? Surtout pas. On va essayer. On va faire quelque chose de très simple. C'est-à-dire que quelqu'un qui a vécu un événement traumatique, quel qu'il soit, vous connaissez les événements traumatiques, ça peut être un tremblement de terre, oui. mais ça peut être beaucoup plus grave sur un plan individuel, comme un viol, une agression physique. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut oublier d'avoir été agressé à un moment donné? Non, mais même quand on a été cambriolé et que la personne est rentrée chez vous, a marché dans votre maison, a touché à vos choses, vous n'oubliez pas. Donc on ne peut pas oublier un événement traumatique. Un viol, on ne peut pas l'oublier. Mais maintenant, est-ce qu'on continue de rester dans le souvenir de cet événement? Ou bien est-ce qu'on trouve des moyens pour pouvoir surmonter cet événement et surtout le dépasser? D'accord. Donc, tout en gardant la trace de cet événement. Est-ce que ça, c'est possible? Donc c'est un peu le questionnement que j'ai à travers cette définition de la résilience. Alors donc là c'est Philippe qui intervient. Donc Philippe, dis-nous qui tu es, ce que tu fais et pourquoi tu t'es dit, eh bien il faut qu'on fasse quelque chose pour surmonter, pour ne pas oublier et puis pour avancer, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça, tu as raison. C'est long, hein. J'essaie de faire 90-90. 80, tu te souviens bien, c'est bon, tu étais un bon élève toi. J'étais un bon élève en classe. Alors Philippe, dis-nous qui tu es, d'où tu viens et puis pourquoi tu as monté ce groupe. Alors moi je suis simplement un citoyen lambda de la Martinique. Je suis à la retraite et j'ai toujours été très préoccupé par mon île, mes concitoyens, la façon de vivre à la Martinique, etc. Et nous avons été un certain nombre de Martiniquais à avoir vécu les événements de février 2009, tout le monde s'en souvient. Et il y a cet à nous, c'est pas taillot, Gaventure. Et il y a cet à nous. C'est pas taillot, Gaventure. Gaventure. Et ça a été pour nous un traumatisme. Tu es traumatisé par la chanson que j'ai chantée en direct? Je vais réajuster. C'était ça. Elle voulait enchaîner. Elle voulait enchaîner. Vas-y. Enchaîne. Non. Vas-y, tu peux enchaîner. Gaventure. C'était Panimoli. Ah, moi c'était ça. Panimoli. Mais comme moi, j'ai subi un traumatisme de ne pas pouvoir m'alimenter, même que j'habite à Fort-de-France, parce que je n'avais pas de voiture, je n'avais pas d'essence et je suis toute seule. Il me fallait prendre ma voiture pour aller chercher de la nourriture là où elle se trouvait. Eh bien, parce que tu n'étais pas une bonne Martiniquaise à ce moment-là. Parce que si tu étais une bonne Martiniquaise, il y avait des bâchers qui venaient sur le boulevard Général de Gaulle et qui distribuaient des bananes, qui distribuaient plein de choses. Et moi, j'ai été chercher, moi, manger banane. Banane à midi, banane au soir, banane le matin. J'aurais pu manger comme ça. Ça n'a pas été possible pour moi parce que je n'ai pas rencontré ces bâchers. Je n'ai pas eu de la chance. Ah ben, il y en avait beaucoup. Hein. Près de la maison des syndicats, il y a des beaux bâchers. Par contre, je n'avais que du poisson. Ah ben, tu aurais pu partager, tu m'aurais appelé, je t'aurais donné des bananes et puis tu m'aurais donné du poisson. Je ne sais pas comment on peut avoir un traumatisme. Justement, quand on a mangé du poisson, là, nous devons manger tiner. Justement, tiner, c'est déjà le traumatisme. Ah non, mais quand tu sais que tu as besoin de lait ou tu as besoin de... Mais tu as trop de besoins, tu as des besoins, c'est la pyramide de Maslow. Tu n'as pas besoin, c'est pas besoin de manger lasagne et poisson. Hein? En tout cas, ce que vous êtes en train de démontrer là, toutes les deux, c'est très intéressant par rapport à la grève de 2009, c'est justement cet esprit communautaire qui a été remis à l'ordre du jour, au bout du jour. Et donc là, on va le voir tout à l'heure, mais ça fait partie des tuteurs de résilience de la Martinique. Et par rapport à l'extrait que vous aviez pris sur l'identité, c'est des choses que l'on peut affirmer. Souvent, on oublie cet esprit communautaire que l'on a ici. Oui, et puis on aime dire qu'on n'est plus, qu'on est passé à autre chose. Voilà, exactement. Alors on le voit très rapidement. Et quand on se retrouve dans des situations
situation un petit peu extrême comme celle de 2009, on voit très bien que, ben, voilà, tout de suite, vous lui dites, bon, ben, tu aurais pu m'appeler, on aurait échangé, etc. Oui. Donc, il y a un esprit là, tout de suite, communautaire qui se met en place sur le plateau en 5 secondes. En Donc, 5 c'est secondes. que Et ça. puis il y a quelqu'un qui nous appelle déjà en 5 secondes. C'est peut-être un petit peu tôt, l'émission elle n'a pas démarré, mais je vais prendre l'appel, je vous écoute. Bonjour. Allô? 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 Oui, bonjour. Votre prénom, vous nous appelez d'où? Oui, bonjour. Oui, j'appelle. Allô? Bonjour, vous nous appelez d'où? Bonjour. Bonjour. J'appelle de la montagne. Oui. Bon, bah, allez-y, on vous écoute. Alors là, il n'est pas bon pièce. Allô? C'est pas possible. Il faut baisser Je complètement. suis sur la télé. Voilà, tu as tout compris. La télé éteinte et tu nous parles au téléphone. Allô? Oui, on écoute. Tu es à l'antenne, vas-y, mais ta télé, elle n'est pas baissée. Justement, renseignement, je vous demande. Je sais que l'autre n'est pas difficile. C'est pour une affaire de remédiation. Pour les gars, est-ce que vous connaissez? Ah, ben, je crois que tu t'es trompé d'émission. Hein. Tu t'es trompé d'émission. C'est pas du tout ça. Résilience, Remède Rasier, il y a un mieux. Non. Merci. Donc, je vais profiter pour remercier mon sponsor. Comment vous m'avez pas dit que j'ai une très belle coiffure? C'est pour vous que je me coiffe comme ça. Philippe, je vais vous dire que j'avais une belle coiffure. Hein. Alors, je vais remercier Ozone Coiffure, Ozone à la rue Victor Hugo pour ma coiffure, et Sophie qui s'est attelée à réaliser cette coiffure-là. Oui. Est-ce qu'elle est belle? Oui, elle est belle. Elle est superbe. Hein? Donc c'est Sophie qui a voulu, ma tête est toujours en champ de ponton, et Sophie m'a dit aujourd'hui qu'elle me coiffe. Voilà, c'est fait, Ozone rue Victor Hugo. Merci pour la paix. Donc Philippe, les inconvénients du direct, c'est ça, on n'a pas de remède rasier, donc tu dis 2009, la grève. De 2009, c'était pour nous, pour quelques-uns d'entre nous, un traumatisme en tout cas. Et on s'est interrogé aussi sur notre société martiniquaise. Elle est traumatisée par une quantité d'événements, Claire va nous les citer tout à l'heure, mais c'est le tremblement de terre, c'est les deuils dans nos familles, c'est les séparations lorsqu'on est marié et qu'on divorce, c'est une quantité de choses de ce type-là. Mais c'est aussi plus fondamentalement quelque chose de plus fort, de plus lointain, de plus solide, et qui nous a été transmis. Traumatisme transmis, c'est l'esclavage. On s'est dit, on se rend compte que quel que soit le petit événement qui arrive, tout de suite, on est encerclé par des problèmes de dépendance, d'esclavage, de profitation, de domination, de colonisation, etc., etc. Mais on Comment y remédier? Comment y remédier? Qu'est-ce qui se passe dans cette société? Mais on a passé plus de temps esclave que libre. Donc, il n'y a que 166 ans qu'on est libre. Et on a passé 300 et quelques esclaves. Donc, c'est normal que nous n'y plus. Maintenant, ils disent Tu que n'as les pas hommes- retenu la leçon qu'a dit Claire. Attends, non, j'ai pas encore. Claire n'a pas encore donné la leçon. Elle n'a pas donné. Aujourd'hui, on a passé plus de C'est pas temps. l'oubli, on ne demande pas l'oubli. Non, mais tu dis Donc, quel pourquoi que soit on le revient. temps, mais quel que soit le temps, on ne demande pas l'oubli. Non, mais tu dis pourquoi on revient. Je te réponds pourquoi on revient. On revient Parce qu'on n'a pas fait notre parce qu'on a résilience. passé plus de temps en esclavage que libre. Non. Et non, non, pas vraiment. Non. Effectivement, c'est parce que la résilience n'a pas encore été N'a mise pas en été place. faite. La résilience, on va voir hein, sur le plan collectif, parce que là, j'ai posé la question sur le plan individuel. Quand on a vécu un événement traumatique, est-ce qu'effectivement, on doit continuer pour pouvoir continuer à vivre? Parce que c'est ça le plus important. Est-ce qu'on doit vivre toujours à partir de cet événement que l'on a rencontré? Mais en ce qui Donc c'est concerne... la question qu'il pose, c'est-à-dire que quelle que soit la durée, on peut avoir été violé à plusieurs reprises, par exemple. C'est des choses assez dramatiques. Donc parce qu'il y a une répétition de ces événements-là, est-ce que cette personne-là, elle va rester là dans cette répétition, ou bien est-ce qu'elle va réussir à surmonter cet événement? Alors, en ce qui concerne la résilience des faits historiques, comment est-il possible d'oublier le passé? Tu as dit qu'on n'oublie pas. Quand ce passé n'est pas dépassé.
Et c'est ça le nœud. C'est ça. Donc, imaginons qu'au lendemain de la fin de l'esclavage, les propriétaires d'esclaves n'avaient pas été financièrement indemnisés de la perte de leurs biens. Nos ancêtres esclavagisés, et qu'une réforme agraire ne les privait pas d'une partie des terres. Est-ce que ce ne serait pas différent? Alors, je te demande de faire séance là. Comment? Oui. C'est pas pour l'indemnisation là. Non, mais après, ça reste une question très intéressante. C'est-à-dire que, effectivement, forcément, ça aurait joué sur la résilience, puisque ça aurait été un des éléments. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Pareil pour la victime, vous voyez très bien qu'il y a des victimes, quand elles sortent de tribunal, elles ont eu pour autant gain de cause. En fait, elles ont eu une condamnation pour l'agresseur, et pour autant, elles ne sont toujours pas satisfaites, parce qu'il manque d'autres éléments qui sont beaucoup plus fondamentaux. Oui, mais quand l'agresseur est condamné, les gens sont soulagés quand même. Pas forcément. Pas toujours. Pas forcément. Ah, si? Mais souvent, vous entendez ça. Ah oui, non seulement il n'a pas eu la peine qu'il méritait. Ah ben, on veut toujours plus. Ah non, il y en a qui acceptent ce qu'il a eu parce qu'ils arrivent à comprendre ce qui s'est passé, et donc ils arrivent à accepter cet événement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils acceptent qu'on les ait agressés. Il y a plusieurs, c'est très très... il y a une frontière entre le fait d'accepter ce qui m'est arrivé, mais également le fait d'accepter que l'autre m'ait fait quelque chose. Donc c'est ça qu'il faut réussir à comprendre dans tout le processus de résilience, parce que c'est un processus. D'accord. Alors, 2009, vous dites, on va monter ça pour Oui, alors, nous avons... discuter, pour pouvoir se parler, puis pouvoir en parler. Voilà. Parce que vous voulez que les gens parlent de la résilience. Mais on parle de quoi, en fait? Voilà, c'est la question initiale, voilà, effectivement. tout à fait. On parle de quoi? Petit dont on n'a jamais parlé. Quels parents qui se souviennent? Tes grands-parents t'ont parlé de l'esclavage, t'ont parlé de quelque chose? Parce que moi, je connais mon esclave, et l'esclave qui a élevé ma grand-mère. Alors, c'était en quelle année, ça? Eh bien, c'était en 1800. En fait, avant l'abolition, oui. Donc, attends. Mais c'est intéressant parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui peut parler de ce que sa grand-mère... Ma grand-mère racontait à ma mère que sa mère est arrivée, elle a été achetée sur les marchés. À Fort-de-France? Non, à Saint-Pierre. D'accord. Elle a été achetée... Pardon, c'est Saint-Pierre qui était... Elle a été achetée sur les marchés, et son maître l'avait trouvée tellement belle qu'il l'a dit, bon, celle-là n'ira pas travailler, elle m'appartiendra. Et il l'a mise dans une petite case, et puis elle a été enceinte. Et elle est morte en couche. Et lui, il a affranchi une esclave pour élever sa fille. Et quand elle était en âge, il lui a donné une boutique sur l'habitation. Et un monsieur qui travaillait pour lui, mais n'était pas dans les champs, il était preneur de rats, est venu demander la fille en mariage, il l'a mariée. Donc je connais cette partie de... Tu fais partie des rares personnes en Martinique. Et elle s'appelait Kuba. Kuba. D'accord. L'esclave. Et elle venait de quel pays d'Afrique? Ah, je ne sais pas. Mais je sais que la mère de ma grand-mère, elle venait du Congo. Du Congo. D'accord. Et toi, Marguerite, est-ce que toi, tu connais l'histoire de l'esclavage et tout en Martinique? Comme tout le monde, on a une information livresque et puis d'histoire contée de l'esclavage, mais disposer d'informations précises personnelles sur l'esclavage, non. Je sais simplement que nos grands-parents nous ont séparés de la problématique de l'esclavage. On a vécu heureux, on était dans un espace on s'amusait, on jouait, etc. Voilà. Mais il y avait quand même les béquets, puisqu'il y avait des parents qui travaillaient pour des béquets. Ma mère a été modiste chez les béquets, mais on n'avait pas de difficultés. Parce qu'en plus, on habitait Didier, donc on ne les voyait pas. Si on passait loin chez eux, on allait voler l'eau fouille, tout ce qu'il y avait sur la route. Donc on n'avait pas de souci avec ça. On était libérés de l'esclavage. Et c'est important. Et ça fait après ce qu'on est... Mais peut-être pas libéré, parce qu'en 98, quand on fait le centenaire de l'abolition, tout le monde découvre. Je dis libéré de la problématique. Mais il n'y avait pas de problématique. Il n'y avait pas de problématique avant. Il y a une problématique aujourd'hui. Mais il y a 50 ans, il n'y avait pas de problématique. On vivait. Mais on ne savait pas
en 98, quand on fait l'abolition, le centenaire de l'abolition de l'esclavage en Martinique, beaucoup de gens ont appris nos ancêtres les Gaulois dans les années 60. Parce qu'on a appris mais nos parents nous disaient qu'il y avait de l'esclavage. On savait qu'il y avait de l'esclavage. Quand je dis entre ce qu'on sait aujourd'hui et ce qu'on savait, on découvre aujourd'hui ce qu'on supputait, supposait, subodorait, en sachant qu'on n'était pas descendants de Gaulois, qu'on se regardait. Non, mais ça, c'est su très tôt. Si les gens n'ont pas su très tôt, ça, c'est des informations qui ne sont pas passées. Non, je parle dans les livres. Je parle dans les livres. Je parle dans l'école. Pas dans les faits publics. Je parle dans les livres. Je parle dans les écoles. Je parle des choses comme Napoléon, comme Bonaparte, comme les livres d'histoire. Mais les livres d'histoire, mais il y a quand même l'histoire de la famille qui fait qu'on parle de choses. Tous les Martiniquais. Tous les Martiniquais? Non, pas tous les Martiniquais. Tous les Martiniquais. Pas tous les Martiniquais. Je parle des Martiniquais, je ne parle pas de nous. Mais l'histoire de mon arrière-grand-mère ne m'a pas traumatisée, ne m'a pas empêché de vivre. Mais elle était belle, mais elle n'était pas traumatisante, ce que vous dites là. Ce que tu as raconté n'était pas traumatisant. Non, on n'est pas, mais on parlait de l'esclavage. On parlait de l'esclavage. Ma grand-mère, elle a travaillé chez les Béquets. Elle était blanchisseuse. Et elle subissait des mauvais traitements. Elle n'a subi jamais de mauvais traitements. Par exemple, on a parlé Elle était même allée à l'école chez les frères. On a parlé en temps Robert, tout le monde connaît, on sait que c'était une période qui était très dure. Oui. Donc les gens, c'est ce qu'ils ont dit. Moi, personne ne m'a. Ma grand-mère est morte à 106 ans. Mon arrière-grand-mère n'a jamais parlé d'esclavage. Jamais. Ben non. Mais chez nous, on parlait beaucoup. Hein. C'est une acculturation. Ouais. Non, et pour beaucoup de Martiniquais, c'était comme ça. Alors, là encore, hein, je vous laisse un petit peu parler. Non, pas du tout, au contraire. Je vous ai laissé un peu parler parce que là encore, on voit vraiment à quel point c'est important Vous avez eu deux éducations différentes et du coup, on voit très bien comment ça se manifeste. C'est-à-dire que d'un côté, on en a parlé de manière décomplexée. Effectivement, on peut évoluer et puis en parler après. Oui, mais c'est pas ça l'esclavage, ce qu'elle a parlé. C'est une partie, parce qu'il y a une partie de l'histoire. Il y a une partie de l'histoire puisqu'elle parle effectivement de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère qui a été affranchie, etc. Ça fait partie de notre histoire. On ne peut pas nier cette partie-là. Le fait d'avoir aussi des parents qui ont travaillé chez les Béquets après l'abolition de l'esclavage, ça fait partie également de notre histoire. Mais toutes ces choses-là, effectivement, d'un côté, c'était dit de manière très décomplexée, où on vivait, on travaillait avec ces personnes-là, et puis d'un autre côté, c'était Donc là, ça crée d'autres formes en fait d'idéologie ou de fantasme ou de réalité. Mais dans ce cas-là, c'est vrai que ça pose problème. C'est-à-dire que du coup, on ne connaît pas notre histoire. Ben voilà. Et donc, elle n'est pas dans des livres, elle n'est pas écrite. Alors, et si quelqu'un qui n'est pas d'ici veut la connaître, tout à fait. Scientifiquement, pendant des années, moi, j'ai eu cette chance quand même d'être élevée dans un... Alors, moi, j'ai des parents qui étaient enseignants, donc, et en plus, j'avais un père professeur d'histoire, donc j'ai pas eu trop ce souci-là pour qu'on puisse, dès que j'avais des questions, en fait, voilà, c'était très facile pour moi d'échanger là-dessus. Donc on m'a un petit peu amené à parler sur ces questions d'esclavage. Donc je pense que c'est pas innocemment que j'ai écrit l'ouvrage, mais c'est pas à l'école que j'ai appris, l'histoire de la Martinique. On a la première de couverture du livre. Priscilla, merci. Continue. Non, voilà, c'est pas à l'école. En tout cas, moi, j'ai pas le souvenir d'avoir appris à l'école cette histoire coloniale. En tout cas, quand elle était évoquée très rapidement. D'ailleurs, moi, quand je suis arrivée en métropole, ça a été... C'est où la métropole? La métropole. Il y a un pays qui s'appelle la métropole. La métropole de la Martinique, c'est Fort-de-France, c'est clair. Tout à fait, mais en tout cas donc, en France, tu veux dire en France hexagonale, voilà. Ça a été assez particulier parce qu'effectivement, on ne connaissait pas forcément la Martinique. Moi, je me suis toujours sentie française, donc arrivée en France, ça a été quand même assez particulier. C'est pour ça que dans la première page du livre, c'est écrit « Nos ancêtres, pas que des Gaulois ». Voilà, parce que moi, je sais que j'ai eu de la chance de fréquenter Cabot-Masson, de fréquenter des gens, donc je connais mon histoire. Mais je veux dire que nos ancêtres le Gaulois, dans les années 66-70, on apprenait ça à Fort-de-France à l'école. Tout à fait. Mais quand je dis nos ancêtres, pas que des Gaulois, oui, voilà. Il y avait les Caraïbes, il y en avait d'autres. Voilà. Il y avait des Blancs, il y avait de tout. Il y a des Indiens, des Chinois. On le voit dans la population. Tout à fait.
Et donc ça revient un petit peu à votre première question par rapport à l'identité, c'est-à-dire pouvoir assumer effectivement cette partie de notre culture hexagonale. Voilà. Donc, puisque effectivement, il nous fallait cette histoire, on a besoin de connaître aussi cette partie de la France, etc. Mais il nous faut l'autre partie qui concerne davantage le département et la Martinique. Claire dit en 80 pages, page 97-98, sur les 1274, les 12 740 musées, aucun n'est consacré à l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage. Aucun. En France, hein? Ce mémorial, aussi en Guadeloupe, reste méconnu du grand public, et même à Nantes, le mémorial de Nantes, il n'y a pas eu de publicité, il n'y a pas eu de conférence de presse, il n'y a pas eu d'explication. Sur les combien de milliers, il y a 800 000... Quand j'ai écrit l'ouvrage, il faut savoir que le Mémorial Act n'était pas encore... il était en projet. Il était en projet. Voilà. Donc là, on voit quand même qu'il a quand même un franc succès des informations que j'ai eues, des chiffres que j'ai entendus. Sur les 274 000 qu'ils attendaient. Voilà, exactement. Ils les ont dépassés. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais c'est vrai qu'encore une fois, ça s'est ramené aux DOM. Donc, bon, et peu de Français participent aux commémorations il n'y a pas de médiatisation pour parler de cette histoire, et les Français ne connaissent pas notre histoire, leur histoire en tous les cas, notre histoire qui est la leur aussi. Ils la découvrent. C'est ça. C'est-à-dire que quand je suis arrivée en métropole, alors avec la loi de Taubira et avec la date nationale du 10 mai, donc j'ai été très attentive de voir si il y avait des commémorations un peu comme celle d'hier. Bon, on ne va pas trop insister par rapport à celle d'hier, mais en tout cas le 14 février, on voit très bien que c'est... 14 février, c'est l'amour, tu as raison Claire, c'est l'amour. Tout le monde, dans tous les pays du monde, on célèbre. C'est un très beau lapsus. C'est un beau lapsus. Donc, le 14 juillet, 14 juillet, voilà, qui est une fête nationale, qui est célébrée, qui est médiatisée, et donc effectivement le 10 mai c'est pas du tout comme ça, ça se passe très rapidement au Jardin du Luxembourg. S'il faut trouver la commémoration, il faut aller sur des chaînes vraiment d'information spécialisées comme LCP, sans faire de publicité. Non, tu peux. Je peux, d'accord. donc voilà, en gros ce n'est pas, et puis sur les chaînes nationales on en parle 5 minutes. Alors j'ai constaté que depuis 1 ou 2 ans ça s'est un petit peu amélioré. Cette année ils ont fait quand même un reportage le 10 mai après les informations, donc ça il y a quand même des évolutions. Oui, mais c'est déjà des évolutions. Maintenant c'est vrai que la France ne s'approprie pas cette histoire, c'est ça qui est un peu en tout cas à mon sens dommage, et qui fait partie du processus de résiliation de résilience. D'accord. Alors Claire, est-ce qu'on peut, avec elle, puisque le temps file, est-ce qu'on peut démarrer la scénette, puisqu'il s'agit d'une scénette? Alors vas-y, c'est toi qui donne... Alors, attends, avant de démarrer, il y a quelqu'un qui nous appelle. Alors j'espère que, Priscilla, tu filtres les appels pour que on n'ait pas à nous demander qui garde des affaires, que nous connaître pour faire je ne sais quoi. Bonjour, votre prénom, vous nous appelez d'où? Allô, oui, je vous appelle de la Guadeloupe. Super, bonjour. Bonjour, madame. Votre prénom? Je m'appelle Simone. Simone, quelle est la question? Ben, écoutez, ce n'est pas la question, bon, elle n'est pas... je vais répondre à l'émission pour, mais ça fait un petit moment que je désire vous appeler, simplement pour vous demander, est-ce que les lunettes que vous portez, on pourrait les trouver sur la Guadeloupe? Alors, laquelle? Celle-là ou bien les lunettes de soleil? Tous les modèles que vous portez. Tous les modèles que je porte. Ah, tous les modèles que je porte. J'apprécie votre look, vous êtes une belle dame. Merci Simone. Tous les modèles, c'est Lissac, rue Victor Hugo, et je ne crois pas qu'elle ait de boutique encore à la Guadeloupe, mais pendant les vacances, il faut venir à la Martinique, et du coup, il y a tout à la rue Victor Hugo, à Fort-de-France, chez Lissac, même Marguerite,
aussi chez l'ISAC. Hein? D'accord, ben, je vous remercie. Hein. Eh ben, merci Simone. Mais Simone, reste avec nous pour regarder les lunettes à la fin, mais pour écouter ce qu'on dit parce que ça Aussi. concerne Aussi. aussi la Guadeloupe. Tout à fait, oui. D'accord? Voilà, merci pour continuer. Bonne continuation. Merci Simone. Et vous êtes une dame très coquette. Merci beaucoup. Le vendredi seulement. Si vous nous rencontrez le lundi ou le mardi, vous serez déçus. Merci Simone. Donc, alors, Oui, tout à fait. Alors, le processus de résilience, alors quand on est sur un plan individuel, je suis psychologue clinicienne, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle l'art-thérapie. Donc là, l'idée, c'est un peu de mettre ça en avant, mais pour la collectivité, on va dire, d'accord, sur un plan un peu plus collectif. tous ceux qui, on a des millions de personnes qui nous regardent. Ça peut pas être plus collectif. Hein, là. Voilà, exactement. Alors, tu étais à millions d'autres trucs. Donc j'ai fait appel à deux comédiennes amateurs qui vont justement faire une petite scénette intitulée Timilan. Timilan. Voilà, et donc c'est censé mettre en évidence qui est ce dont on parle depuis tout à l'heure, les événements traumatiques. D'accord. Donc la question après ce sera de savoir de quel événement traumatique il s'agit. D'accord. Donc on invite les téléspectateurs à bien écouter parce qu'eux aussi ils peuvent appeler et nous dire de quel événement traumatique il s'agit. Donc je sais que Mireille est une fidèle téléspectatrice, donc Mireille écoute et tu dois trouver et tu peux appeler aussi. Vas-y, c'est parti. Dans le principe, on se rencontre sur le marché. Sur le marché. L'espace d'échange. Et donc, alors, ça on fait. Eh bien, vous ne t'entendez pas, oui. Bonjour, comment tu vas? Eh bien, moi, ma fille, nous savons, je n'ai pas qu'à dire sorti. Je n'ai pas qu'à dire sorti. Je n'ai venir faire des petits courses vite, moi, je n'ai pas rentrer au caille. Ça qui arrive, ça qu'a fait, pour tu vas être serré. Mon père, ma fille, ou pas ouais, tous ces événements qui sont passés là, il y a barrage, il y a coup de couteau, il y a coup de fusil, et puis il y a prendre bijoux en commun. Moi, je pas et puis ça, puis yes, tout bonnement, ça a traumatisé moi, car arrêté bon caille moi. Mais pourquoi tu es serré, caillou, pour que tu puisses sortir, faire comme tout le monde. Suivant la grève, allant la recourir. Oui. Si vous ne pouvez pas faire son enfant, l'autre bagaille, ma fille. Faut pas voir ça qui passait dans les affaires la grève là. Tout ça, slogan, il y a dit, et pays, c'est à nous. C'est à moi, pays, c'est pas ciao. Pays. Moi, ma fille, ah non, ma pas et puis ça, puis yes, tout bonnement. Je reste chez moi, ça vaut mieux. Tu restes chez toi, ça vaut mieux. Mais attends. Au cas de moi ça, mais on pas quoi qui m'a nébaï la fait. La Martinique quand on a grève tout à l'heure, ça qui était une solidarité, fraternité, confraternité, toute bagaille. Et puis moi du mon seul bagaille ma fille, moi ka raconter une histoire. Emilienne, ça a fait 5 ans battre oui. Il livre jusqu'à moi porter ba moi en fait en panier légumes. Mais moi, seul bagage mon pédio, c'est que tout le monde songeait prier Dieu. Ils ont fait réunion de prière. Moi-même allé, tenir toute qualité religion. Nous prions ensemble, nous chantons ensemble. Ça était bien. Moi, j'étais content. Ma fille, mon seul bagage me dit, raconte-moi autre chose. Eh bien, ma fille, moi, j'ai annoncé un événement. Et pas Dieu, hein, ça douloureux. Ou qu'à songer Eva? Eva. Tu m'as dit ça qui était mec là? Oui, ma fille. Il était né en Céliche, un petit bonhomme qui était fini réussir l'examen pour y aller et ingénieur agronome. Et puis ma fille, tu m'as dit là, il fait un accident. Et ça grave. Ma fille, il mort. Qui m'a dit pas ça? Mon Dieu, il criait, il criait. Mais seulement tous ses camarades, tous les voisins, toute la famille, tout le monde venu. Et puis, il dit, rester assise là, nous avons organisé tout le bagage là-bas. Et qui m'a dit ça passer là? Qui m'a dit ça fait? Il était ni cric-crac, il était ni tambour à battre, il était ni chanson. Ma fille, ça a réconforté. Alors, il était apaisé. Il était apaisé, ma fille. Ou pas une autre nouvelle pour bah tu es triste. Là je venais va sont pas quoi m'a dit ouais le m'a parlé bon pas trop d'accord m'a compatir à douleur mais simplement là je dit bon ou pas une autre bail pour raconter moi vite. Ah mais oui. Qui fille génie eh ben il mène un petit bonhomme fait la rentrée pour faire la rentrée de classe. La rentrée fiançailles.
à la rentrée ou avant. Oui. Ah, il Mais présentait oui. maman et puis papa. Et il fait connaissance et puis maman et papa, il était lion et puis monsieur. Bon, alors. Lisette. Tu m'as Il est chez Jenny, maman. Mais c'est Lisette, tu viens, c'est Lisette qui Là où ma fille. Alors, là où il a gardé, il dit bon, là, il n'a pas dit rien, il a ici, et puis là, il est parti, ma fille. Il est tombé encore, tu fais. Ça a été Il a parlé, ouais, monsieur, pour nous. Il nous a fait au souhait. Et puis là, il n'y a rien qui est dans le yoga. Et il a parlé, et puis il est tout bon. Mon Dieu. Mais c'est quoi de là? Eh bien. Mais Jenny et puis Albert, ça se fait. Mais ni 6 mois, mais Lisette, moi, qui a pleuré. Il dit, je sais, j'étais fiancée, maman a cassé mes fiancés, ça veut dire ça? Tu m'as l'air là, tu m'as dit, maman, il y a un bel jeune homme, moi connais maman, tu veux le dire ça. Il est instituté, il fonctionnait, il a gagné l'argent, il a une belle auto, il a même un grand terrain pour sa femme. C'est un coulis. Vous savez ça privé, maman a dit, il parle de coulis, parce que coulis a mangé chien. Eh bien, ça, il est bassé, il s'est embêté. Mais SBG a été regardé. Alors, on sait qu'on nous a vu qu'ils sont embêtés. Il était embêté. Et combien de temps esclavage n'est-ce que baissé ces bateaux? Eh bien, justement. C'est bêché, t'es qu'à brûler, c'est nègre. Et nègre là, t'es qu'à baisser, c'est. Ah ben. C'est ça, il est. Et moi, je pense ça, c'est femme. Ça coupe ta les coupe. Et puis, où ça, madame Tala? Il est simplement qui a été sauvé race noire. C'est ça qu'il y a là. Alors, moi, ça va une maison à 1000 là, tout bien chabé, pour claircir race là, pour une tienne, vous comprenez, Attention, Marie, où va venir, ma fille? Marie, ma venir. Aïe, bon Dieu, maman, il y a divorce en les moyens. Alors, maman, il y a divorce en les messieurs, on parlait, monsieur a dit, moi, pièce bêtise, hein. Mais il paye du on va aller. Bonne, la prochaine, hein? Ouais, la prochaine. La prochaine. Ah, bravo. Pourquoi on n'est plus comme ça? Pourquoi on n'est plus comme moi? On n'a plus pourquoi on n'a plus ces postures, gestes postures et accents, tout le monde est brodé actuellement. Faut arrêter pour ta aussi, pour nous retrouver tard. C'était génial. J'espère que ça va. Ah, c'est génial. Ben voilà, alors le traumatisme, il y en a deux, hein, mais alors, il faut qu'on trouve le traumatisme. Oui, il faut qu'on le trouve. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup. Alors, le traumatisme de la couleur, Oui. le traumatisme de la perte, quoi, de l'enfant. Le deuil, Parce qu'il y a oui. le deuil, il y a un accident. Tout à fait. Et puis, il y a encore... Non, c'est à peu près ça. bon. Voilà. En fait, Non, mais il y a le dernier. Il y a la grève. Le dernier, La grève, oui. Il y a la Il y a grève. la grève et puis la solidarité. Et puis la prière. Ah oui, mon Dieu. Alors, La Et c'est prière. vrai, non, vraiment, pendant la grève, les gens ont prié. Oui, comme oui, ça. oui, C'est vrai? oui. Oui, les gens ont prié. Et Les dans groupes de toutes prière. les religions, les adventistes, les évangélistes, les témoins de Jéhovah, Tu étais qu'à prier qui ça pour la grève la finie? on était qu'à prier pour sauver la Martinique. Ah, pour sauver la... Ah, ben, c'est vrai, parce qu'on aurait dit que la diète était déclarée. Mais non. Alors la question vraiment c'était de savoir quel était le traumatisme. Donc on a eu 2 traumatismes. Vous avez raconté 2 choses. C'est la maman qui a perdu son enfant. Effectivement, c'est un enfant qui elle le perd subitement, si j'ai bien compris. Voilà. Donc il y a sa maman qui apprend la nouvelle de la perte d'un enfant. Et qu'est-ce que vous mettez en évidence? Comment cette maman-là fait pour surmonter cet événement? Parce que tout le monde vient, tout le monde la prend en charge. Exactement. Les amis, même si ce sont des jeunes, Voilà. ce sont les amis du fils qui organisent, qui prennent tout en main. Voilà, exactement. Donc là, on voit tout de suite cet esprit communautaire, les gens qui se rassemblent autour de cette maman, les amis de l'enfant, qui viennent et qui lui disent bon, ben, on va organiser l'enterrement pour la maman, puisque elle-même, elle est un petit peu sous le choc. Et puis, on a parlé du yékri-yékra, c'est ça? Yékri-yékra. La tradition. La tradition, voilà. Donc ça aussi, alors on a l'esprit communautaire qui est un tuteur de résilience, mais également la tradition, tout ce qui va être autour de la veillée, qui à l'heure actuelle est en train de disparaître. Et les yékri-yékra aussi. Hein, Voilà, c'est ça, longtemps. c'est ça. Donc tout ce qui est yékri-yékra, tout ce qui est tambour, etc., c'est des choses qui nous permettaient de parler autour du mort. Donc on est une société orale et donc ça nous aidait à discuter, à parler de cette personne qui est partie et donc de l'accompagner.
Et là, comme c'est en train de disparaître, on va à la Joyeux très rapidement. Il y a plusieurs familles qui Et on est qui ont traumatisé perdu. quand on entend, qu'on voit les lumières s'éteindre et que Voilà, le exactement. rouleau là alors ça, mais c'est traumatisant ça. Hein? Tout à fait. Et on n'a pas le temps de dire au revoir, on n'a pas le temps de parler de la personne qui vient de s'en aller, de se remémorer un petit peu ce qui s'est passé quand on était à ses côtés. Et donc ça crée, c'est pour ça que tout à l'heure, quand vous disiez, moi, on m'a pas parlé de mon histoire, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que dès qu'on tait une histoire, ben, ça revient, ça ressurgit d'une manière ou d'une autre et ce n'est jamais de manière positive. C'est-à-dire qu'on est encore plus affecté que si on avait pu dire au revoir à cette personne. Donc là, ça c'est un tuteur de résilience. Et puis la religion, effectivement, où on a pu prier autour de cette personne qui est partie. Donc on a 3 tuteurs de résilience là qui montrent bien que c'est un processus, ça se fait pas juste parce qu'on a fait des yékra ou juste, c'est vraiment plusieurs ingrédients qui font que ben, cette maman finalement elle s'en sort. Et puis le deuxième traumatisme, là, c'est la couleur. Alors c'est pas que la couleur, il y a un ensemble. Hein. Vous avez parlé des grèves de 2009, vous avez parlé de plusieurs choses. Donc le traumatisme finalement, c'est quoi? C'est un traumatisme qui est transmis. Le premier, c'est quelque chose que tout le monde peut rencontrer dans sa vie, voilà exactement, en sachant qu'un individu il rencontre au moins une fois dans sa vie un événement traumatique. D'accord? Le mariage. Non, mais c'est Non, non. le divorce, on a bien parlé. On a parlé de divorce, on a parlé de divorce. Je vais Voilà, divorcer. non. Le mariage, c'est pas un traumatisme. C'est non, pas mais- traumatisme. Donc voilà. Non. En général, un événement traumatique, scientifiquement, ça va être une agression, comme je l'ai dit tout à l'heure, un tremblement de terre. En fait, le crash de 2005 aussi, oui. ça a été un événement traumatique. Ça peut être une agression sexuelle. Voilà. Ça, ce sont des événements traumatiques. Le mariage, pas encore. Pas encore. Ce n'est pas encore reconnu comme tel. Le divorce non plus, ce n'est pas reconnu comme étant un Ah événement bon? traumatique. Ah bah, dis donc, la séparation Voilà. ici, les gros poils, il faut rajouter Voilà. gros poils, divorce. Ça, Mais on vous dit n'avez qu'un pas... gros poil ici, comme on vit un gros Non, poil tout ailleurs. à fait, hein. voilà. Donc, Mais vous n'avez pas tort, c'est pour ça que j'ai écrit le livre, parce que ici, ce qui ressort, c'est le divorce et l'avortement. Mais ce sont 2 événements qui ne sont pas reconnus comme tels, scientifiquement. Voilà, exactement. Le divorce et l'avortement, ce ne sont pas des événements traumatiques. Or, en Martinique, quand j'ai fait ma recherche, c'est ressorti comme étant traumatisant pour le Martiniquais. D'accord. Donc voilà. Et Il faut donc, chercher. comment? Il faut chercher pourquoi. Tu dois travailler encore. Alors, l'hypothèse qui est avancée, justement, c'est que ces événements-là, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à une forme d'abandon. Donc, l'abandon en Martinique, la séparation surtout, c'est quelque chose qui est vécu comme étant traumatisant pour le Martiniquais. Et donc, ce que vous disiez en tout début d'émission, pouvoir accepter en fait son identité, ça va nous aider à mieux gérer tout ce qui est angoisse de séparation. Donc lié à la séparation justement, au divorce et à l'abandon. Voilà. Alors Philippe, est-ce que dans le club, comment ça se déroule dans le club de réflexion? Est-ce que vous faites venir Claire Emmanuel dans ce club? Comment ça se passe? Et est-ce que tout un chacun peut y participer? Comment ça se déroule? Oui, alors dans un premier temps, nous avons voulu vraiment beaucoup nous informer, consulter, questionner. Nous avons reçu énormément de gens en audition privée, etc. etc. Parce que on n'a pas la science infuse, on voulait que tout le monde vienne apporter sa pierre à l'édifice de cette affaire-là, qui est importante pour une communauté comme la nôtre, la Martinique. Et puis, quand on a fait le tour, on a ressenti le besoin d'être aidé par quelqu'un ou par des gens qui avaient vraiment travaillé sur le sujet. Et c'est là qu'on a rencontré le premier qui était hyper connu, c'est Boris Cyrulnik, et ça s'est terminé en pugilat. Non, ça s'est terminé par une très très belle conférence. Non, mais je parle au campus de Cheshire. J'y étais. Très très belle conférence. Ah bon, d'accord. Et c'est simplement les 10 dernières minutes qui ont été un petit peu perturbées, mais c'est pas grave, ça fait partie du phénomène de résilience. Mais est-ce que, justement, d'avoir fait Boris Cyrulnik venir se déplacer avec une population, parce que là, il y avait une population, c'était pas une conférence privée, avec des gens qui n'étaient pas au même niveau, comme là, comme on l'a vu très rapidement,
Est-ce que ça, c'était pas quand même mettre les pieds dans le plat? Alors, Claire, Claire. ton avis de... Claire, tu étais? Moi, non, j'y étais Tu en as entendu parler? Alors, c'est assez intéressant parce que le livre, j'étais en train de terminer l'ouvrage. Et donc, moi, j'étais toujours en poste à Agen. Et effectivement, j'ai reçu un appel pour me dire, voilà, tu vois ce qui se passe en Martinique. C'était au mois de décembre, je crois, novembre-décembre. Voilà. Donc, moi, j'étais en train de terminer mon ouvrage. On m'annonce qu'effectivement, il va être publié, etc. Et je me dis, oula, est-ce que il faut que je le sorte justement, puisque ça aborde exactement les mêmes questions et que effectivement on voit très bien, vu l'accueil qui a été fait, est-ce que c'est le moment, est-ce que quel accueil il va avoir cet ouvrage. Donc c'est vrai que je me suis posé cette question-là, est-ce que c'était pas trop tôt, mais après, il n'y a jamais de bon moment pour ces questions-là, je pense, hein, puisque ça reste une thématique qui est très, très compliquée. Non, mais ma question, c'était, est-ce que des gens qui ne sont pas prêts, qui n'ont jamais entendu parler de résilience, ouvrir au grand public comme ça l'a été, c'était sur les radios, c'était sur les télés, c'était partout, il n'y avait pas de place. C'est bien, quand je suis arrivée, c'était pas de place. Donc bien. quand les gens sont... Tout le monde a trouvé son compte. Certains... Mais vous n'avez pas eu de retour sur la conférence. Vous n'avez pas pu poser des questions à toutes les personnes qui étaient là. De retour. Il y a des gens qui étaient heureux parce que... ceux qui étaient dehors et qui... Bah, mais non. Philippe, Mantella, c'est pas possible, Mantella. Les gens ont été frustrés de ceux qui n'ont pas entendu ce qu'ils disaient parce qu'ils étaient dehors, qu'il n'y avait pas de trucs qui arrivaient. Ceux qui étaient devant entendaient. Moi, j'étais assise dans les escaliers, j'entendais autour de moi toutes les réactions des gens qui disaient « mais qui ça roulé là ?» Les questions qui ont été posées étaient de bonnes questions, c'était des questions positives qui faisaient avancer le débat. Pour le premier précaré, allons derrière. Allons derrière. Non, mais la dernière conférence qu'on a faite le 17 juin, ça a été à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on aura toujours des questions qui reviennent, les mêmes types de questions, avec des personnes qui mobilisent un petit peu la parole, parce que ce sont des questions très clivantes déjà, où on ne va pas avoir une population uniforme qui... parce que on est à plusieurs niveaux, il y a plusieurs niveaux dans la société. Donc il faut le faire. Il faut mettre ces sujets-là sur la table pour bien comprendre ce que c'est que la résilience. D'accord. Et moi, j'étais à la conférence du 17 et elle était géniale avec toi. Premièrement, pourquoi? Parce que ces personnes nous ont expliqué. Voilà, c'est ça. Il y a eu un processus de compréhension. Les gens, c'était en petit comité. Les gens avaient la parole. Les gens ont pu poser des questions. Toi, tu as su répondre à ces personnes. Et la parole s'est engagée, ça se déroulait quoi, il y avait une congruence pour ce que tu disais, de ce qu'elle disait, de ce que les gens prenaient la parole. Et là, on a eu une ébauche, une étincelle. Moi, c'est ce que j'ai appelé une étincelle. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous avoir aujourd'hui pour toutes les personnes qui n'étaient pas présentes ce jour-là. D'accord. L'idée, c'est ça, c'est de pouvoir poursuivre dans ce processus. Dans ce sens. Voilà, s'il n'y avait pas eu d'abord Cyrulique et bien d'autres conférences, parce qu'il n'y a pas que cette conférence. Claire nous a fait une conférence au campus aussi déjà. Avant le 17. La même que le 17? Oui. Non, pas la même. La question qu'on s'est posée, c'est de la résilience individuelle à la résilience collective. Est-ce que c'est possible à la Martinique? C'était un peu ça la problématique. Et ça donne quoi comme réponse? Alors, la réponse, c'est qu'effectivement, sur le plan individuel, on le voit très bien. Hein, je vous ai donné un petit peu les différents tuteurs que l'on peut mettre en place quand nous, on rencontre un événement traumatique. Donc, sur le plan individuel, il y a des choses à mettre en place. Sur le plan collectif, c'est vrai qu'on est à ce qu'on va appeler une résilience pathologique. C'est-à-dire qu'on sait encaisser un événement traumatique. Encaisser un événement traumatique, c'est effectivement, il se passe quelque chose et puis tout de suite... C'est ça que tu appelles le coping? Non, c'est pas non, ça c'est autre chose. Là, je parle vraiment c'est Derivois, c'est un auteur haïtien qui est en fait maître de conférence en psychologie et qui a sorti un peu ce concept de résilience pathologique et de résilience de résilience pathologique et de résilience en fait thérapeutique pour montrer le processus. C'est-à-dire qu'on va d'abord passer par une résilience pathologique, c'est-à-dire que j'arrive à encaisser l'événement en question, et puis à une résilience thérapeutique, là je dépasse
l'événement. L'événement existe toujours, mais j'arrive à le dépasser et donc à poursuivre ma vie. Je considère qu'ici, en Martinique, on a une résilience pathologique, c'est-à-dire qu'on sait encaisser les événements. Oui. Dès qu'il nous arrive quelque chose, on arrive à l'encaisser. Tous les jours, il y arrive des choses. Voilà, exactement, on arrive à l'encaisser. Maintenant, est-ce qu'on le dépasse sur le plan collectif? On n'y est pas encore, puisque effectivement, à chaque événement, on remet sur le devant de la scène tout ce qui a été transmis. Donc l'idée, c'est de pouvoir dépasser ces événements-là. Ça n'empêche pas qu'ils aient existé, mais on arrive à les dépasser et donc à se dire effectivement, bon, comment je fais pour rebondir? C'est ça Alors comment on va faire? Comment on va faire pour les gens? Exemple, donne-nous comment on va faire sur pour dépasser? Sur le plan collectif, hein, on reste sur le plan collectif. Oui, bien sûr. Ah ben oui, mais alors, excusez-moi. L'objectif. Attends, Philippe. Marguerite et Thérèse, vous pouvez intervenir. On écoute parce que... Non, mais vous pouvez intervenir si tu veux poser une question. Elle est dans le même sens de ce qu'on a travaillé ensemble. Oui. Mais si tu veux poser une question en direct, si tu veux, vous pouvez, la parole est ouverte. Hein. L'objectif qu'on s'était fixé dans notre groupe de réflexion sur la résilience était double. Premier objectif, c'est de dire il faut faire passer le message le plus largement possible à la Martinique qu'on peut être résilient individuellement et ensuite collectivement. Bon. Et ça nécessite une pédagogie. Claire l'a dit, c'est un processus, c'est long, ça nécessite donc toute une pédagogie à mettre en œuvre. Et c'est cette pédagogie qu'on met en œuvre lorsqu'on fait la réunion du 17. C'est un élément de notre pédagogie pour faire comprendre à nos compatriotes, oui, nous avons été dans l'esclavage, oui, c'est quelque chose d'abominable et d'ignoble. Et puis on le criera jusqu'à notre mort sur tous les trois. Mais attention, une fois qu'on a su, qu'on a encaissé, allons dépasser cette affaire-là. Ne restons pas enfermés dans ce traumatisme. Allons le dépasser pour voir la Martinique différemment, pour avoir une société entre nous plus apaisée, pour avoir une société où il existe moins de violence et où on essaie d'entrer tous les uns les autres dans l'excellence. Voilà ce que nous voulons faire. Et le deuxième objectif, c'est quoi? Il faut, puisque l'expérience nous l'a montré, nos travaux aussi, il faut qu'à un moment donné, qu'il y ait une action, entre guillemets, un petit peu symbolique et très officielle, symbolique mais très officielle, comme ça s'est passé dans beaucoup d'autres pays, qu'il y ait des commissions, des comités, on appelle ça comme on veut. Hein. À Dubaï, on a appelé ça les commissions vérité et réconciliation. Alors la vérité, c'est quoi ici? Qu'est-ce que les La vérité, c'est l'esclavage. Non, ça c'est un fait. C'est pas la vérité, c'est un fait. Mais il faut raconter. C'est un fait. Oui, il faut raconter. Alors Claire, et tout ce qui s'est passé pendant ce fait-là, c'est ça la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce fait-là? Il faut le redire, ça. Mais il faut le dire, la vérité. C'est ça que vous voulez pas entendre. Raconter par les deux parties. Mais oui. Par les deux parties aussi. C'est ça, parce qu'il y a les deux parties. Mais les deux parties, c'est les esclaves. Ah, d'accord. Alors, les descendants d'esclavagistes. Par contre, vous ne pouvez pas parler tous en même temps. Hein. Non, les descendants d'esclavagistes et les descendants des esclaves. Parce que nous sommes aussi des descendants. Ce n'est pas les esclaves, on est des descendants d'esclaves et les autres sont les descendants d'esclavagistes. Mais comment on va raconter ça? Non, il faut. Non, mais je dis ça que. Avec l'histoire. Il faut échanger. Il faut échanger. Je crois que vous il faut échanger sur la situation. Il faut échanger sur leur situation. Moi, je suis raconté. À Dubaï, c'était pas pareil. À Dubaï, c'était des gens qui étaient contemporains, qui étaient là, qui étaient présents. C'était pas des trucs qui étaient passés. Quand on va en Afrique du Sud, j'ai eu la chance d'y aller. Quand on va en Afrique du Sud, la nation arc-en-ciel, c'est vrai, mais l'arc-en-ciel est plutôt clair que foncé. Elle est plutôt indien que noir. Quand on voit ça, quand on va à Soweto, on voit quand même que même dans Soweto, il y a une classification. Même physiquement, géographiquement, l'installation, on voit l'installation des riches, des moyennement riches, des très très pauvres, et puis des immigrés. Les immigrés sont sous le pont avec les cochons. C'est pas pareil. Dire quand même cette nation, cette nation arc-en-ciel qu'on crée, il est difficile de la mettre. Elle a été mise en place. Tout le monde l'a acceptée. Mais quand même, quand on vient, nous, de nations esclavagistes, d'une population qui a subi l'esclavage, nous nous disons, sont-ils vraiment libérés malgré la notion d'arc-en-ciel? Et nous sentons, moi, je me sentais plus libérée, alors que ma problématique est aujourd'hui,
j'ai en résilience quand même cette Mais on ne peut pas comparer l'Afrique du Sud, l'apartheid. C'est progressant chez eux. Mais on ne peut pas, mais je ne sais pas, Claire, je ne sais pas, toi qui es. C'est ça, quoi. L'apartheid de l'Afrique du Sud, qu'en 1998, et puis l'abolition 1848, on a de l'eau à couler sous les ponts quand même. Alors, on s'appuie sur la scénette qu'on a eue tout à l'heure. Oui, oui. En fait, on va parler de transmission. Ça, c'est très important, la transmission de l'esclavage. C'est-à-dire qu'on voit très bien que finalement, le traumatisme est resté figé dans notre présent. Donc, c'est ça qu'il faut réussir. Alors, aujourd'hui, on dit, Claire, dans les neurosciences, dans l'ADN, on dit que des enfants qui sont battus, aujourd'hui, leur ADN change parce qu'ils ont vécu des traumatismes qui font que... Donc, nous, 300 ans, plus de 300 ans d'esclavage, est-ce que notre ADN n'a pas été modifié? Non, il n'y a pas 300 ans d'esclavage. Hein? Il n'y a pas 300 ans. Il y a 160 ans, mais ça a duré 300 ans. Oui, ça a duré 300 Donc, ans. si aujourd'hui on dit qu'un enfant qui est battu là par ses parents, son ADN va changer là, est-ce que nous, notre ADN n'est pas mutant? Alors, quand ça a duré 300 ans. Je suis docteur en neurosciences, je ne suis pas généticienne, donc non, je mais ne pouvais c'est pas... ça qu'ils disent, Oui, voilà, donc moi ça, je m'appuie sur leurs travaux, il n'y a pas de souci, mais sur les miens, sur mes travaux de chercheur, en tout cas psychologue clinicienne, on a réussi à montrer qu'effectivement il y a une transmission du traumatisme de génération en génération. C'est ce qu'on appelle fidélité familiale invisible. Voilà, exactement. Donc, quand j'ai fait mes travaux sur les patients qui souffraient d'alcoolisme, en tout cas d'addiction, j'étais remontée sur 3 générations et on voyait que certains événements, ça peut être la conduite addictive, mais également des événements traumatiques qui se répétaient de génération en génération. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui peut nous permettre d'attester que la transmission existe, la transmission du traumatisme existe. Je reçois certains patients, ils ne savent même pas en fait pour quelles raisons, d'où vient la souffrance. Non, la souffrance, c'est pas forcément des patients alcooliques, mais d'où vient la souffrance. Et quand on fait ce travail thérapeutique avec eux, ben, ils se rendent compte qu'ils ont une dette. Moi, j'avais une patiente carrément qui, on l'avait appelée Noël, et quand on a essayé de creuser un petit peu plus, sa mère en fait considérait qu'elle était un cadeau, et donc pour symboliser tout ça, elle lui a donné le nom de Noël, et elle apportait en fait la souffrance de sa mère qui ne connaissait pas ses parents, qui avait été un petit peu traumatisée par l'histoire, par son histoire familiale. Elle-même se l'était appropriée parce que c'était un cadeau tout simplement. On prend un appel, Claire, et on revient. Oui, bonjour, votre prénom, vous nous appelez d'où? Allô? Bonjour, votre prénom, vous nous appelez d'où? Moi, j'appelle de Chelcher. Merci, il faut éteindre... Daniel. Merci Daniel, il faut éteindre le poste de télévision. Oui, oui. Je m'entends. D'accord. Je m'entends chez vous. Mais c'est Daniel. Eh bien, j'ai éteint. Très bien, merci Daniel. J'ai éteint. Oui, on vous écoute. Oui, eh bien, je suis avec beaucoup d'attention l'émission. Mille bravo pour les 2 comédiennes là, qui ont vraiment interprété mi-ou, mi-nous, mi-nous toutes. Mais je voudrais parler de la résilience là. Allô? Oui, on écoute. Oui, alors, il me semble que quand on aborde le problème de la résilience, telle qu'elle est abordée là, on oublie ce qui est du concret. Le concret, c'est que pour l'éventuelle réunion vérité et réconciliation, on ne peut pas, alors on peut bien sûr oublier toutes les abominations de l'esclavage, le code noir, etc. Mais quand le profit qu'a tiré les esclavagistes, quand ce profit continue à exister aujourd'hui sous une autre forme, on ne peut pas faire l'impasse de cette réflexion. Le profit, c'est qu'au lendemain de la fin du système esclavagiste, il y a eu les descendants de Béguet ont été dédommagés. Ils ont reçu de l'argent qui leur a permis de faire une banque, qui leur a permis ensuite d'avoir le sucre, la canne à sucre, la banane, et surtout les grandes surfaces et l'import-export. Eh bien ça, c'est des séquelles du passé. Et ce sont des séquelles qui ne sont pas d'ordre symbolique, ce sont des séquelles concrètes. Et tant que l'on n'a pas abordé cela,
il est évident que la résilience sera un beau rêve. On pourra toujours faire de la résilience. Et je suis d'accord avec Madame Laguerre qui parle des traumatismes, du viol, des accidents, des deuils, etc. Mais faire le deuil de cela n'est pas possible parce qu'il existe des séquelles, des suites d'une certaine passé qui bien entendu n'a pas la même forme qu'avant, mais qui se matérialise par ce que l'on appelle l'exploitation de l'homme par l'homme. Et tout le temps qu'on n'aura pas mis sur le tapis cette chose, il ne pourra pas avoir de réconciliation. Et puis pour terminer, il y a une résilience dont il faudrait faire l'anticipation, qui a été vaguement abordée, c'est le fait que les Martiniquais doivent rompre le fil qui les relie à la mère patrie. Et là, c'est une résilience par anticipation, mais il faudra bien un jour que l'on affronte cette résilience-là. Merci beaucoup. Merci, tu veux répondre? Oui, bien sûr. En fait, on revient sur cette question de processus. Il ne faut surtout pas oublier que la résilience est un processus. Donc moi, ce que je propose, avant d'arriver aux commissions Vérité et Réconciliation, c'est d'abord de passer, il y a 3 étapes, en tout cas pour ma part. La première, c'est la reconnaissance. Donc quand vous aviez parlé des musées, etc., effectivement, ça fait partie du processus de résilience. La reconnaissance, forcément, ça va amener à discuter de ces événements. Donc là, on parle au lendemain de l'esclavage avec tout ce qui est réparation pour les colons. Mais qu'est-ce qu'il en a été pour les esclaves, etc. Donc il y a plein de choses qui ne sont pas effectivement mises sur le tapis. On ne peut pas être déjà sur la réconciliation si on n'est pas passé par les premières étapes de la résilience. Mais ce dont monsieur, c'est Daniel, voilà. Ce dont Daniel parlait, c'est la première étape de la résiliation, de la résilience. C'est vraiment la première étape. Donc pouvoir reconnaître en fait ce qui s'est passé. Et pour pouvoir reconnaître, il faut que chacun puisse venir parler de son histoire, pouvoir exprimer en fait ce qu'il a reçu. Alors, je pense que c'est un peu ce que vous étiez en train de dire. C'est pas, je ne raconte pas ce que moi j'ai vécu de ma naissance à aujourd'hui. Non, je peux venir raconter ce que j'ai entendu de mes ancêtres, etc. Mais pas que moi. Toute la communauté martiniquaise. Donc quand je dis toute la communauté martiniquaise, c'est vraiment toutes les couches qui la composent. Donc c'est ce que tu dis en page 92, section 1, la reconnaissance, une des premières étapes vers la reconstruction. Tout à fait, oui. Hein? Donc après, il y a la loi Taubira, mais tentative de reconnaissance des lois mémorielles aussi. Par exemple. Là, c'est sur un plan symbolique. Alors moi, je ne parle pas de réparation volontairement, je parlais de restauration. Mais ce qui va vraiment être important, c'est de pouvoir reconnaître, donc avoir des historiens, par exemple, qui participent à cette réflexion, mais pouvoir entendre tous les discours. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se diriger vers des histoires qui peuvent nous conforter dans une certaine victimisation. L'idée, c'est de pouvoir sortir de cela. Donc pouvoir entendre toutes les histoires et pouvoir se constituer une histoire qui nous aide à dépasser ces événements. Donc là, c'est sur des éléments très concrets, effectivement. Ça peut être un élément de discussion, mais je ne pense pas que ça soit le seul. Mais tu dis quand même, malgré le caractère normatif de la loi Taubira, il lui est reproché de comporter des termes larges et flous, incompatibles avec la stricte interprétation de la loi pénale. Tout à fait. Alors, beaucoup d'auteurs ont relevé un peu les manquements qu'il y a eu dans la loi Taubira. Là, j'ai entendu dire qu'il y avait une loi qui allait passer, qui allait être en discussion, voilà, pour pouvoir renforcer un petit peu la loi. Donc, c'est à suivre pour voir si effectivement certains propos peuvent être après poursuivis, effectivement. Alors, ce qui est ressenti du discours de l'auditeur, c'est justement ce sentiment d'injustice. Donc, tant qu'on aura ce sentiment d'injustice, effectivement, on ne pourra pas arriver à mais je cherchais là où tu le dis, hein, tu dis oui, tout à fait, c'est dans ces pages-là. Le Martiniquais, il pense que de toutes les façons, il a un sentiment d'injustice qui est très fort parce que justement ces questions-là ne sont pas sur la table, on n'en parle pas et donc
ou en tout cas quand on en parle, en fait, ça clive la population. Et le cas de nous finir puis ça. Voilà, en fait, c'est ce qui est un peu dommage parce que là où on devrait, en fait, la population devrait être réunie autour de ces questions-là, on est dans un système où on est divisé. Donc forcément, on va avoir d'un côté ceux qui vont avoir certaines revendications et puis de l'autre côté des personnes qui considèrent justement avoir pas dépassé forcément, mais en tout cas ça ne me concerne pas, pourquoi on reste sur ces questions-là, pourquoi on continue d'en parler, etc. Donc ça fait une société qui est particulièrement divisée et donc forcément ça laisse de la place à ce sentiment d'injustice où certains vont continuer à vivre dans ce processus de victimisation et puis d'autres qui vont poursuivre. Tu dis quelques pistes de réflexion vers une reconnaissance assumée. Tout à fait. Alors le plus important c'est le mot assumer. Assumer. Voilà. C'est ça. Alors reconnaissance assumée c'est un lien avec justement la loi Taubira, c'est un lien avec ce qui se passe le 10 mai également. Et puis apprendre l'histoire de la traite négrière aux collégiens en n'omettant pas celle de la départementalisation ou des dispositifs d'État spécifiques au pays d'outre-mer comme le Bumidum, que tout ça. Parler de toute bagaille là, voilà. Tout sur la table. Vérité. Et voilà. Il faut dire la vérité. C'est à ce prix-là qu'on arrivera à la réconciliation. Il faut éviter l'utopie aussi. Il faut éviter l'utopie. Il faut éviter tout ce qui est utopique dans les projets, dans des trucs comme ça. Les projets doivent être courts, avec une mince couche de réussite possible et un échec probable. Et à chaque fois, recommencer pour avancer. Dans la vérité, pas dans l'idéologie. Voilà, c'est ce que je cherchais. Le travail historique a bel et bien commencé, mais n'est toujours pas à la hauteur des enjeux. En effet, ces actes symboliques doivent être liés à l'administration de la vérité, de la justice et du changement social, sans quoi ils sont davantage perçus comme une stratégie gouvernementale visant à tourner la page prématurément, laissant le silence prendre à nouveau le pas sur le bruit des mots, MAUX, ainsi par faute de reconnaissance pleinement assurée, le sentiment d'injustice est toujours présent à la Martinique. Surmonter les événements traumatiques transmis nécessite une justice cherchant à restaurer la vérité afin d'aboutir à une réconciliation. Voilà. Généralement, traduire les oppresseurs en justice reste un élément important, légitime et aide à surmonter psychologiquement des événements, notamment les crimes contre l'humanité, puisque c'en est un. Les amnisties étant considérées comme inefficaces dans la restauration des victimes. En effet, toute justice conduit inéluctablement à la réparation. La réparation est à elle-même au cœur de la responsabilité. Tu t'es dit là? Ah voilà, c'est ce que je t'ai dit. J'ai plus besoin de parler. On prend un appel. On prend un appel. Oui, bonjour, votre prénom, vous nous appelez d'où? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, votre prénom, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de la Guadeloupe. Merci. Je suis Marie, je vous appelle de la Guadeloupe. Merci Marie, on vous écoute. Bonjour, je suis Marie, je vous appelle de la Guadeloupe. Marie, tant que votre téléphone, votre télé ne sera pas éteinte, vous allez m'entendre chez vous et on n'est pas raccord. Donc il faut éteindre la télé et me parler au téléphone. Bonjour Marie. Oui. De la Guadeloupe, je vous écoute. Oui. Je vous dis, je suis descendante d'esclaves, d'accord? Mais j'ai des parents qui sont colons. Moi, je ne me sens pas lésée. Vous ne vous sentez pas lésée? Non. Parce que vos parents étaient colons. J'ai de toutes les races, hein? J'ai des parents. Mais Marie, il faut éteindre le poste de téléviseur. Mais je l'éteins. Mais non, on a du Larsen. Tant que j'ai du Larsen, c'est que c'est pas éteint. J'entends rien du tout, hein. Non, mais il faut me parler au téléphone. Mais je vous parle au téléphone. Voilà. Bon, voilà. Et maintenant? Allez-y, Marie. Oui. Allez-y. Je ne sors pas au téléphone. C'est pour mon téléphone. On vous entend, allez-y. D'accord. Je suis descendant d'esclaves, mais aussi descendant de colons. Oui. De toutes les trois races. Je ne me sens pas lésée. Est-ce tort?
Vous êtes descendant de colons et vous ne vous sentez pas lésé, c'est ça? Je suis descendant d'esclaves. Descendant d'esclaves et de colons. Un grand-père qui était colon. Oui. Hein? Mais je ne me sens pas lésé. Lésé de quoi? Mais lésé de quoi, Marie? Pourquoi vous voulez vous sentir lésé? Il faut demander une réparation, mais réparation de quoi? Mais je crois que... Ah, d'accord. Ah, donc ça, c'est le plan individuel. Ah bon? Ça, c'est à toi, docteur en neurosciences, c'est toi, Claire. Marie, merci beaucoup pour ce témoignage. Au revoir, madame. Claire va vous répondre. Oui, Voilà. je vais essayer. Hein, c'est-à-dire Mais Marie que... dit qu'elle est descendante. Son père est colon, sa mère est esclave. Son grand-père. Et quoi? Et qu'elle ne se sent pas lésée. Tout à fait, mais en fait là ça mériterait d'être approfondi. Hein. C'est vrai que lésée par rapport à quoi donc elle a parlé de réparation, je crois. Elle ne demande pas. Elle ne demande pas réparation. Donc c'est un peu ce que j'expliquais, hein, le fait que la population soit justement divisée, ça montre bien qu'effectivement on n'est pas sur le même plan. Donc c'est pour ça que effectivement on n'arrive toujours pas à avoir une société apaisée, donc qui est un petit peu l'objectif de la résilience, puisque chacun, en fait, on avance tous, mais pas au même rythme. Oui. Donc voilà, donc c'est normal, hein, il y en a certains qui ne se sentent pas du tout lésés ni concernés par ces questions. Eh ben, et là encore, c'est probablement un lien avec la façon dont on s'est conté son histoire. Je pense que ça a beaucoup participé. Donc là, tant qu'on ne va pas mettre... on est vraiment aux prémices. Hein, tant qu'on ne va pas mettre sur la table ces questions-là, donc vraiment parler, dire les choses telles qu'elles sont, effectivement, on ne va pas aboutir à la réconciliation. Mais la réconciliation n'est que la finalité. Le support doit être l'honnêteté aussi. Comment? Le support doit être l'honnêteté. Oui, tout à fait. L'honnêteté, de toutes les manières, on est à la recherche de la vérité, donc forcément ça va passer par l'honnêteté. Chacun a sa vérité. Chacun, on a une vérité qui nous appartient. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre notre vérité qui nous appartient sur la table pour pouvoir en faire une vérité collective. C'est là que ça pose problème. Parce que si on a tous, du moins une vérité, comment on fait pour aboutir à la vérité? et donc, alors, j'ai bien aimé, tu dis que l'État français aussi, je ne trouve plus, j'ai tellement lu ça dans tous les sens, j'ai trouvé, j'avais mis plein de post-it, que l'État français aussi doit lui-même participer à cette vérité et Bien tout. sûr. Et alors, Philippe, quand est-ce que tu organises les premières consultations, recherche et vérité? Vérité et réconciliation. Et donc je dis recherche, pardon, c'est parce que tu disais qu'il fallait qu'on connaisse, qu'on ait accès aux archives, qu'on ait accès à des lieux mémoriels pour savoir où sont enterrés les esclaves, qu'on ne découvre pas que la mer nous montre en Guadeloupe qu'il y a des ossements et puis qu'ils sont là, nous pouvons cabaret, nous passons à Koumania, nous cabaret, ça nous café. Et donc, on a vu à Font-Saint-Jacques, lors de fouilles, on a trouvé un cimetière d'esclaves, des choses. Donc ça, c'est déjà ça, le début. Avoir des lieux mémoriels, ouvrir les archives. Encore une fois, c'est pas qu'en Martinique, qu'en Guadeloupe, en fait, que dans ces départements. Hein. C'est vraiment beaucoup plus large. Si on arrive, comme je vous dis, arriver en France hexagonale et puis discuter avec des personnes là-bas qui ne connaissent pas leur histoire, c'est assez particulier, puisque moi je suis française, donc on peut partager la même histoire. Ce ne sera pas du même point de vue forcément. Vous avez dans votre famille, vous avez vécu la même chose, mais chacun a son point de vue. Chacun l'a ressenti. Voilà, exactement. Donc, mais au moins dans la famille, on connaît notre histoire. Donc c'est un peu ce qu'il faut réussir à faire, c'est-à-dire que l'État est concerné puisqu'il y a participé d'une certaine façon. Donc c'est de pouvoir. Il a organisé le Code Noir. C'est pas nous qui l'avons inventé. Oui, voilà. Donc il y a participé d'une certaine façon. Donc toutes ces choses-là sont à mettre sur la table, vraiment à discuter. Et il ne faut pas que ça ne concerne que la Martinique ou que la Guadeloupe. Il faut que ça puisse concerner l'État français, l'Afrique, la Martinique, etc. Ça se termine toujours par la résilience, l'acceptation
disons, de la multiplicité des couleurs et des têtes martiniquaises. Parce que je regarde la costume martiniquaise, quand on la regarde, elle est identifiée par certains regards de nous, blanc, mulâtre, chabin, etc. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On prend un appel, c'est vrai que leur fil, on prend un appel. Oui. Il faut éteindre votre poste de télévision dès que je dis bonjour. Je vous écoute, vous nous appelez d'où? Allô? Claire, dis allô. Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, allô, je vous entends très, très peu. Hein. Il faut nous entendre au téléphone. Oui, je suis au téléphone. D'accord. Votre prénom, vous nous appelez d'où? Je m'appelle Suzy et je vous appelle de Fort-de-France. Merci Suzy. On vous écoute, Suzy. Non, c'est simplement une réflexion que j'ai. Je me dis que la Martinique étant un peuple métissé à tous les points de vue, après la réflexion de la dame de la Guadeloupe là, mais la Martinique, enfin, nous sommes des populations métissées. Alors je me demande si ça ne va pas rendre plus difficile le travail que souhaite faire Madame Laguerre. Pourquoi ça va rendre son travail difficile? Compte tenu de la réflexion que je viens d'entendre de l'auditeur. Non, mais elle a dit qu'elle n'a pas de problème. Elle a dit j'ai pas de problème. Oui, justement. Mais comme il y en a d'autres qui ont des problèmes et puis tout ça, donc je me pose la question. Je n'ai pas dit que ça le sera. Je me pose la question et je pose la question au docteur que vous avez sur... Alors, le docteur dit, page 111, il ne s'agit que de pistes de réflexion à approfondir, mais d'emblée, nous pensons que la Martinique peut être représentée par quelques associations privées existantes en lutte contre la discrimination et la sauvegarde de la mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions. Comité de devoir de mémoire, celle-ci pourrait être accompagnée par les collectivités locales et quelques représentants de chaque ethnie. Noirs, blancs, békés, chinois, syriens, indiens. Oui, d'accord. Merci. Mais il faut acheter ce livre-là, qu'on va le mettre à l'écran parce qu'il est génial. Le titre, c'est « Événements traumatiques à la Martinique, les vivre et les surmonter ». Donc Claire-Emmanuelle Laguerre est jeune, tu as quel âge, Claire? Une trentaine d'années? D'accord, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup, Suzy. Suzy, merci beaucoup. Et donc, dans cet ouvrage qui est facile à lire, moi j'ai trouvé facile à lire. Ah, tant mieux, oui. Facile à lire, clair, simple. Je pense que là, on peut déjà commencer sa résilience en prenant en compte ce que tu dis, de faire cheminer dans nos esprits, en parler au lieu de parler des feuilletons télévisés. Ce qu'on peut dire déjà. Attends, est-ce qu'il y a un autre appel? Pardon. Excusez-moi. Allô? Claire dit allô, c'est à toi qu'on répond. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Votre prénom? Vous nous appelez d'où? Christelle. Pardon? Christelle. Christelle de Fort-de-France. Oui, Christelle, vas-y, on t'écoute. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Christelle. Bonsoir. Félicitations à Thérèse et à Gabi. Merci. Oui. Merci. On peut les applaudir, c'était génial. C'était génial. Oui. Alors, Madame Laguerre, vous êtes docteur en neurosciences. Je m'adresse à vous particulièrement en tant qu'enseignante à la retraite. Je vous demande, que pensez-vous de la réaction des jeunes, des collégiens qui en face de moi, qui malgré la doc, la pédago, les films et tout, souvent, ils vous rétorquent. Nous parlons tout ça, c'est l'ancien temps tout ça. Politique des vieux là, tout ça, nous on va de l'avant. Alors, est-ce qu'il y a une modification neuronale au fil des siècles et puis leur comportement fait qu'ils rétorquent ça, quand ils sont bien conscients, ils vont de l'avant. Alors, est-ce dû à une évolution des neurones, puisque maintenant le terme à la mode, donc ça c'est la mode des neurosciences, que je dis, ça m'intéresse particulièrement. Alors, à quoi vous attribuez ça? De deux, parler de résilience. Comment pensez-vous de la résilience des jeunes face au décès de l'un de leurs copains? Parce qu'il m'est arrivé d'avoir un enfant noir dans une classe. Pendant toute l'année, j'avais en face de moi des jeunes qui étaient plus costauds que moi face au décès brutal par noyade d'un copain. Alors, est-ce que tout cela va dans le sens de l'évolution de nos neurones face à la mort brutale? Ils donnent notre réaction. On dit, je ne sais s'ils vont de l'avant. Je sais à quoi cela est dit. Et moi, ça m'a plus interpellé alors que j'étais, par exemple, les larmes aux yeux. Et puis, eux, ils continuaient à vivre. J'avais beau essayer de relever, voir ce que ça cachait. Mais non, ça continue. Ça voulait, c'est résilience collective, comme vous dites, là, face à une classe, face à des collégiens.
comment réagir sur les neuroscientifiques ont des solutions quand dans une classe, vous avez un décès. Est-ce que les neuroscientifiques se sont penchés sur ce sujet concret? Je vous remercie. Merci beaucoup, Suzy. Alors, Merci. Merci beaucoup. Là, c'est Suzy. Christelle, pardon. Tout à fait. Alors, Christelle ou Christiane? Christelle, j'ai mis Christelle. On va t'appeler Christelle. d'accord. Alors, je vais plutôt répondre sous l'angle de la psychologue clinicienne que je suis. C'est vrai que quand on est confronté à un décès, je réponds plus à la deuxième question. Je vais revenir sur la première question tout à l'heure. Mais quand on est confronté à un décès, quel qu'il soit brutal ou non, il y a plusieurs processus. Alors, il y a plusieurs étapes du moins. On ne le vit pas de la même façon, c'est pas forcément dans le même ordre, mais l'idée c'est de pouvoir arriver à ce qu'on appelle l'acceptation. Donc là, par rapport à ce jeune, des enfants qui perdent un jeune proche assez brutalement, c'est de pouvoir accepter le décès. Et c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle trouve qu'il passe rapidement à autre chose. Alors ça dépend. Elle dit qu'elle est encore touchée, alors que eux, avant la fin de l'année, ils sont passés à autre chose. Oui, ça dépend. Alors du jeune, ça dépend de son entourage, de comment il a été accompagné dans cette perte. Donc là, s'ils ont des parents assez sécures, c'est-à-dire des parents qui arrivent... C'est la vie, que ça arrive, et puis non, tout le monde est mort. Non, non. Donc, en aignement, 20 chiens libres. Non. Non, pas exactement comme ça, mais plutôt des parents qui montrent que effectivement on a perdu un être qui nous était cher, mais qu'il a des capacités pour pouvoir dépasser tout ça et comment il garde en mémoire cette personne-là. D'accord. Ok. Donc, je te presse, Claire, oui, parce qu'on me fait signe que c'est donc il est dans un environnement très sécurisant, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir peur de perdre quelqu'un à nouveau et il peut revenir en classe. Après, il y en a d'autres qui peuvent faire semblant. D'accord. Donc là, elle peut avoir ce sentiment qu'effectivement les enfants ont dépassé tout ça. Et puis en plus, les enfants, ils sont dans un environnement, ils discutent entre eux, ils échangent entre eux, donc ils peuvent se soutenir et puis effectivement continuer à avancer. Là où le professeur peut se retrouver un peu seul dans sa souffrance. Donc il y a cet esprit communautaire en classe qui peut aider cet enfant à surmonter tout ça. Et la première question, pourquoi aujourd'hui les jeunes nous parlent à ça? Alors, c'est pas tous les jeunes, hein, heureusement. C'est pas tout, voilà. Non, c'est vraiment pas tous les jeunes. Lors de la dernière conférence, il y avait quand même pas mal de jeunes qui ont assisté à cette conférence. J'ai des personnes, des jeunes, qui continuent, qui demandent à participer à la réflexion. Voilà, on a fait cette réflexion sur le campus. Et puis quand on regarde un petit peu les réseaux sociaux, on voit souvent des réflexions sur ce qui nous concerne en fait. Et je trouve que justement, on s'empare de plus en plus. Moi, c'est le sentiment inverse que j'ai. On s'empare de plus en plus de ces questions, pas forcément sous le même angle, mais en tout cas, il y a de plus en plus de jeunes qui participent à la réflexion. Bon, donc il faut que le professeur amène la question dans sa classe, et puis que si elle trouve qu'autour d'elle, c'est pas assez, ça bouge pas assez, il faut checker les neurones. Tout à fait. Et puis, achetez le livre, il est disponible, Claire, où? À la librairie Antillaise, on le trouve à Fort-de-France, en fait, dans toutes les librairies, sur Internet. Donc il est disponible. Et puis c'est le devoir de vacances. À la rentrée, on se revoit et puis on en discute. Je voudrais simplement dire que nous sommes d'abord des Martiniquais quand même. D'accord. Notre identité, elle est martiniquaise. Mais nous avons une identité plurielle, en fait. Voilà, c'est sûr. Il faut qu'on s'accepte tous, parce que regardez comment nous sommes autour de la table. Nous avons une identité plurielle. Juste une seconde. Juste pour dire, il faut faire attention. Il y a une catégorie de jeunes qui intellectualisent et qui discutent, mais il y a une catégorie de jeunes qui sont marginalisés et qui disent nous pas sous ça. Il faut faire très attention. C'est vrai qu'il y a la réflexion qu'elle a faite. Et il faut identifier cette catégorie. Enfin, ces jeunes qui disent ça pour pouvoir les amener à dire oui, ça te concerne aussi. Ça te concerne. Donc, Thérèse Jean-Bart, merci beaucoup. Marguerite, tu voulais dire quelque chose? Non. Marie-Gabrielle. Qui était le prénom, Marie-Gabrielle? Marie-Gabrielle Marguerite. Voilà, merci beaucoup. Philippe Rosier, merci beaucoup. Claire Emmanuel, merci. Merci à Christelle de Fort-de-France, Suzy de Fort-de-France, Simone de la Guadeloupe, Daniel de Fort-de-France et Marie de la Guadeloupe. Merci à tous ceux qui nous accueillent chez eux tous les mercredis et vendredis. Cette émission sera rediffusée lundi matin, 8h, et dimanche après-midi, 4h ou 4h30.
Et puis, eh bien, Claire, merci beaucoup pour ce livre. C'est moi qui vous remercie. En fait, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Alors, ce livre, vous le trouvez dans toutes les bonnes pharmacies. Et vous passez de bonnes vacances. Priscilla, je vois. Merci, Priscilla, pour avoir réalisé cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Merci. Yeah. Yeah. Ooh. Madinina, woy. Pays la joie, woy. Écoute ça,